Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le programme social du gouvernement en marche dans la région du Gontougo. Les populations fêtent la lumière à Atram, la localité raccordée au réseau électrique. Une mise sous tension faite par le ministre Kobena Kwasi Adjumani. Il a rassuré la population sur la poursuite des actions de développement dans cette région de l'Est du pays. Les pèlerins ivoiriens sur les traces de Jésus-Christ en Israël, ils ont visité les lieux historiques, les montagnes d'Israël, la mer morte, le Jourdain où Jésus a reçu le baptême. Ils étaient également sur la montagne des Oliviers, lieu de rencontre avec ses disciples, un parcours pour affermir la foi initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis présidentielle en Guinée-Bissau, quelques 760 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. Ils doivent départager deux candidats, Domingos Pereira du PAIGC, le parti historique. Il est arrivé en tête au premier tour, loin devant Oumaro Sissoko Embalo du parti Madem. Rendons-nous à Atram, c'est dans la sous-préfecture de Gouméré, région du Gontougo. Le village bénéficie du programme social du gouvernement. La localité vient d'être raccordée au réseau électrique. C'est le ministre Kobena Kwasi Adjumani qui a procédé à la mise sous tension. Les populations ont salué ce pas vers le développement. Le reportage d'Herman Yamien. C'est une promesse du Conseil régional du Gontougo qui vient d'être tenue. Pendant la campagne électorale pour les régionales en 2018, l'équipe sortante du Conseil avait promis l'électrification du village d'Atram avant 2020. Par ce geste du ministre Kobena Kwasi Adjumani, il vient ainsi de donner la lumière aux populations pour leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions. Ce projet nous a coûté 94 500 000 francs, monsieur le ministre. Ce projet il fait partie des projets d'investissement de 2018. Avec l'ONE, nous aurons bouclé la boucle avec 10 villages. Nous pouvons nous vanter d'être parmi les conseils régionaux à avoir électrifié le plus de villages en Côte d'Ivoire. Heureuse de savoir que leur village soit raccordé au réseau électrique national, les populations, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au conseil régional du Gontougo. Pour le ministre Kobena Kwasi Adjumani, l'objectif du gouvernement est de permettre à tous les villages de la Côte d'Ivoire de disposer de l'électricité pour améliorer les conditions de vie des populations. Lorsque vous quittez Gouméré pour aller jusqu'à Namassi, c'est le seul village qui n'était pas électrifié. Aujourd'hui, grâce au conseil régional, c'est chose faite. Mais je voudrais dire merci au président de la République qui a permis au conseil régional d'électrifier ce village, puisque le conseil régional est un démembrement de l'État. Et ce sont les moyens mis à la disposition du conseil qui ont permis de réaliser ce projet. Avec ce 10e village électrifié, la sous-préfecture de Gouméré est en passe de voir tous ces villages électrifiés par le conseil régional du Gontougo. Et loin du Gontougo, la Côte d'Ivoire était à la COP 25 à Madrid, en Espagne. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le pays a donné sa position sur les effets néfastes du changement climatique, des acquis de cette participation, mais aussi des défis qui restent à relever. On voit cela dans le détail avec Grace Kando. Les 197 pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pendant plus de 10 jours partagé leurs expériences et réfléchi sur les conséquences et effets néfastes des changements climatiques. La Côte d'Ivoire a pris une part active à ce rendez-vous mondial sur le climat à travers des rencontres B2B, des conférences et des négociations. Tout ce qui a été décidé l'année passée à la COP24 à Katowice est en train de se concrétiser en termes de renforcement, en termes de synergie de tous les pays partis à la Convention pour pouvoir en tout cas passer à l'acte en ce qui concerne les moyens de lutte, l'article 6, aussi l'article 7 sur l'adaptation et aussi l'atténuation. Donc les pays membres des Nations Unies se sont engagés à vraiment accompagner les pays en développement à lutter véritablement contre les changements climatiques. On avait fait un document, l'évaluation des besoins technologiques, qui était le document qu'on devait utiliser pour réellement évaluer la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un plan d'action technologique. C'est un acquis parce qu'on a commencé à mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de faire une évaluation de tous nos acquis en Côte d'Ivoire. Des acquis certes, mais d'autres défis restent à relever. L'article sur lequel il y a eu d'énormes soucis, c'est l'article 6 qui est relatif au marché. À ce niveau, il y a deux aspects qu'on peut relever.
Le premier aspect, c'est le problème de la double comptabilité. Parce qu'il s'agit en fait, pour les pays développés qui investissent de l'argent dans les différents projets dans les pays en développement, de pouvoir récupérer les gains de réduction d'émissions des gaz à effet de serre, au détriment, entre guillemets, des pays en développement. Il y a un blocage aussi au niveau du fonds d'adaptation. Le fonds d'adaptation, c'est celui-là même qui doit nous permettre de nous adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Les pays africains, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, a opté pour un prélèvement des transactions de marché à hauteur de 5% pour pouvoir alimenter ce fonds d'adaptation. Ce que les pays développés ne veulent pas, ils aimeraient plutôt que ce soit une contribution volontaire. La COP26 aura lieu à Glasgow, en Écosse, en 2020. Les États ont jusqu'à cette date pour revoir leur ambition climatique à la hausse. Et ici en Côte d'Ivoire, dans la région des Grands Ponts, des vivres et non-vivres pour Toupa, à Dabou, le centre de santé et le centre social soulagé des difficultés, un don du ministre de la promotion de l'investissement privé, Essis Esmel, apporte son soutien aux populations à la veille des fêtes de fin d'année. Franck Quadio. Toupa, une vingtaine de kilomètres de Dabou, dans la région des Grands Ponts. Voici le service social, le refuge. Ici, une dizaine de pensionnaires, des enfants démunis malades, pris en charge par des religieuses bénévoles. De quoi sourire pourtant en cette période de fin d'année. Emmanuel Esmel Essis, ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, leur rend visite. Après le centre social, le centre de santé, salle de soins, d'hospitalisation et la maternité. Puis, sur la place du village, une bonne nouvelle, Esmel Essis est venu les bras chargés de vivres, de non-vivres, c'est-à-dire des produits phytosanitaires, des médicaments et même des vêtements, surtout pour les tout-petits, sans oublier des numéraires, le tout d'une valeur de plus de 1 800 000 francs CFA. Et voilà deux institutions, la maternité et le centre social, qui s'occupent d'enfants, souvent qui viennent de milieux déshérités, qui viennent de milieux qui n'ont pas de moyens de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et nous pensons que c'est tout le sens de solidarité que nous voulons donc exprimer à travers ce geste modeste que nous avons fait. Des dons perçus comme une bouffée d'oxygène. Merci d'être venus les bras chargés, que tout ce que vous nous avez offert va vraiment bien nous servir, bien nourrir les enfants. L'an passé, nous a donné une ambulance. Cette année encore, il nous donner des cadeaux. On est tellement très contents. Parce qu'on sait que c'est un fils du village. Il est toujours là pour nous aider, pour nous appuyer, pour que nous on soit plus à l'aise dans notre service. Occasion pour le donateur d'appeler à la solidarité et à la cohésion pour tous dans cette région des Grands Ponts. Des vertus chères aux autorités ivoiriennes et traduites à travers le programme social du gouvernement. La drépanocytose, une maladie qui affecte la fonction respiratoire. Vincent Kwadioassé, professeur titulaire de pédiatrie, était aujourd'hui l'invité de Hamza Diaby. C'était dans le cadre du magazine du dimanche à 13h. La manifestation de la maladie et son suivi évoqué. Il a aussi parlé de sa prise en charge. Je vous propose un extrait de l'entretien. C'est une maladie que vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas fait un examen de laboratoire. La personne malade hérite de ses parents, d'un des parents ou des deux parents. Et la drépanocytose, c'est une maladie qui touche le globule rouge. Or, ce globule rouge, dans sa composition, il y a un constituant qu'on appelle l'hémoglobine. C'est cette hémoglobine qui peut constituer le problème. Et donc, au niveau de cette hémoglobine, lorsque l'hémoglobine est normale, pour simplifier, on pourrait appeler ça l'hémoglobine A. Et lorsque vous portez le trait de la maladie, on pourrait appeler l'hémoglobine S. La drépanocytose n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie infectieuse, c'est une maladie héréditaire fréquente qui mérite qu'on s'y attache, qu'on y accorde l'importance, nous, professionnels de santé, pour une meilleure gestion de ces enfants, pour pouvoir les permettre d'avoir une qualité de vie satisfaisante. À quel moment elle devient mortelle? Lorsque vous avez la forme grave et que vous n'êtes pas bien suivi. Lorsque la prise en charge n'est pas efficiente. C'est quoi? Qu'est-ce que ça implique d'être bien suivi? Cela implique que d'abord, il faudrait qu'on sache que tu es malade. D'accord. Et donc, il faudrait avoir un laboratoire performant pour faire le diagnostic. Heureusement que nos unités peuvent permettre au niveau du laboratoire de faire la prise en charge, au moins le diagnostic de cette maladie. Mais une fois qu'on sait que vous avez la maladie, il faudrait pouvoir venir à l'hôpital régulièrement pour pouvoir suivre les conseils des médecins. D'abord, lutter contre la douleur. On vous donnera des antalgiques. L'infection, c'est des antibiotiques.
en cas d'infection, mais surtout la prévention par la vaccination. Il faudrait que ces enfants soient vaccinés. Contre l'anémie, on en a déjà parlé. Et puis, on pourrait donner d'autres médicaments qui vont augmenter la production d'une hémoglobine de l'enfant et qui permet de résister. Autre chose à présent, l'Union des enseignants du RHDP se prononce sur l'actualité politique. Ce mouvement vient de faire une déclaration. Son président, Kouyaté Abdoulaye, apporte son soutien au gouvernement. Il exhorte par ailleurs la justice à faire la lumière sur ces événements. Il est au micro d'Ahmed Traoré. Suite à cette volonté affichée et anachronique de déstabilisation de l'État ivoirien, l'Union des enseignants des oufoutistes pour la démocratie et la paix marque, premièrement, son indignation et sa désapprobation vis-à-vis de ces méthodes de prise de pouvoir dignes d'un autre âge. Deuxièmement, condamne fermement ces manœuvres subversives qui tendent à compromettre les exploits socio-économiques et infrastructurels réalisés en si peu de temps par le président de la République et son gouvernement. Troisièmement, comprendre mieux les propos de M. Soro Guillaume quand il affirmait que ce ne sera pas la commission électorale indépendante CEI actuelle qui organisera les élections de 2024. Félicite le président de la République et le gouvernement pour la perspicacité et le sang-froid avec lequel cette menace a été repoussée. Le réseau des jeunes cadres du RHDP donne aussi de la voix. Son président, Ali Ouattara, s'est prononcé sur ces événements. Il a animé un point presse. Des détails avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le réseau des jeunes cadres du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, se prononce sur la situation politique du pays. Le réseau des jeunes cadres RJC, RHDP condamne avec la plus grande fermeté les pratiques inacceptables tendant à plonger la Côte d'Ivoire et les populations ivoiriennes dans un passé récent, douloureux des différentes crises qu'a connu notre pays. Le RJC-RHDP soutient fermement le procureur de la République dans l'émission d'un mandat d'arrêt international contre M. Guillaume Kigbafori Soro pour que la vérité puisse triompher. Le RJC souhaite la poursuite des enquêtes. Le réseau des jeunes cadres du RHDP s'engage donc à soutenir le président de la République Alassane Ouattara et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans leurs actions de développement et de promotion de la cohésion sociale. Le RJC s'engage auprès du président de la République et du gouvernement à promouvoir la cohésion sociale, la paix et le développement partout en Côte d'Ivoire. Enfin, le réseau des jeunes cadres appelle tous les Ivoiriens épris de justice, de paix, à collaborer étroitement avec les autorités judiciaires afin de dénoncer et mettre hors d'état de nuire tous les complices et éventuels aventuriers. Le réseau des jeunes cadres RHDP invite le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partis de l'opposition. Actualité politique cette fois sur le terrain, la coordination du RHDP pour la région du Bonkani investie. Elle est dirigée par la ministre Nialé Kaba, c'était samedi dernier. La nouvelle équipe se dit prête à investir les localités afin d'assurer un large succès du parti lors des consultations électorales à venir. Herman Yamia. Voici le commando qui doit assurer la victoire du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la région du Bonkani, à l'élection présidentielle de 2020. Investi par le porte-parole principal du RHDP, Kobina Kwasi Ayoumani, l'équipe conduite par la ministre Nialé Kaba et le président du conseil régional du Bonkani, Nien Philippe, s'est dit prête à mener la bataille. Nous sommes déjà à la tâche. Bien sûr, nous prenons toute la mesure du défi, c'est-à-dire celui de la victoire du RHDP dès le premier tour des élections d'octobre 2020. Oui, le Bonkani s'engage à répondre à l'appel du président du parti en offrant une écrasante victoire dans l'ensemble des bureaux de vote du Bonkani en octobre 2020. Nialé Kaba indique que le bilan largement satisfaisant du président Alassane Ouattara les conforte dans leurs initiatives pour la reconquête du pouvoir d'État. Le porte-parole principal du RHDP lui est également confiant
En une victoire de son parti dès le premier tour demande cependant aux militants de se faire établir les cartes d'identité nationale et aussi de se faire enrôler massivement sur les listes électorales au moment venu. Quand je vois le visage, je me dis que c'est déjà gagné. Je dis que nous avons déjà gagné. Mais il ne suffit pas de le dire dans la bouche. Il faut que nous soyons efficaces sur le terrain. La première des choses à faire pour gagner des élections, c'est de se faire enregistrer sur les listes électorales. Si vous ne le faites pas, quel que soit votre nombre, vous ne pouvez pas gagner. Dans cette bataille pour la reconquête du pouvoir d'État, la coordination régionale du RHDP dans le Bunkani bénéficie du soutien total des femmes et des jeunes. Tous se disent prêts à investir le terrain après les instructions du parti. Hors du terrain politique, les meilleurs de l'armée de terre distingués, une reconnaissance pour l'excellence à la tâche. L'état-major veut ainsi impulser une saine émulation au sein du corps. Les hommes appelés à faire valoir le droit à la retraite ont aussi été récompensés. Le point avec Abou Sanogo. Ce sont les meilleurs officiers, les meilleurs sous-officiers, les meilleurs militaires du rang et les meilleurs personnels féminins de l'état-major de l'armée de terre. Ils se sont bien distingués durant cette année 2019. Aujourd'hui, ils reçoivent le tableau d'honneur. Désormais ambassadeurs de l'excellence de l'armée de terre, leurs images seront affichées à l'entrée de l'état-major de l'armée de terre durant toute l'année 2020. Des reproductions de ce tableau seront faites et affichées dans toutes les 14 unités de l'état-major de l'armée de terre dont l'objectif est d'impulser le challenge et la saine émulation dans ses rangs. Pour cette célébration de l'excellence, 3 officiers ont été élevés au rang d'officier dans l'ordre national et 25 sous-officiers dans l'ordre du mérite ivoirien. 49 soldats, après avoir donné le meilleur d'eux-mêmes pour la patrie, aujourd'hui appelés à faire valoir le droit à la retraite, ont été distingués à titre exceptionnel. Nous sommes enfin arrivés au bout du chemin de l'expérience militaire pour revenir à notre source à tous, le milieu civil. Mettons à la disposition de la population à laquelle nous serons désormais confondus les valeurs citoyennes, la rigueur, le don de soi. Des challenges attendent l'état-major de l'armée de terre. Nous avons donc reçu instruction du chef d'état-major de l'armée de terre de mettre en place pour le mois de février une commission. Cette commission va donc réfléchir sur l'aide à apporter pour aider nos futurs retraités pour la réussite parfaite de leur réinsertion. L'autre élément, c'est donc le challenge sportif qui va débuter dans le mois de février, qui va donc voir la participation de l'ensemble des unités, des 14 unités de l'armée de terre, et le chef d'état-major de l'armée de terre a bien voulu que l'état-major de l'armée de terre participe. Je voudrais saisir cette occasion pour exhorter toutes les autres unités à tourner le dos à la facilité, à l'oisiveté et à chercher plutôt à préserver l'effort, à travailler d'arrache-pied dans la discipline et sans relâche pour le rayonnement de l'armée de terre. Ont été également distinguées des unités, la structure sanitaire la plus propre, l'ordinaire le plus propre, la caserne la plus propre et l'unité la plus active. L'objectif de ces prix d'excellence au sein de l'armée de terre vise à asseoir les fondements d'une armée forte et professionnelle, caractérisée par des valeurs universelles que sont le travail, l'intégrité, l'honneur, la discipline, l'éthique et la dignité. Parlons à présent de cette passation de pouvoir dans le village de Yopougon-Kouté. La génération Tchagba s'apprête à diriger. Les Doubors sont en fin de règne après 15 ans. Un moment d'alternance qui se passe dans une ambiance de fête que nous relate Jean-Jacques Kwame. Le temps est venu pour ces hommes et ces femmes d'exercer le pouvoir dans le village de Yopougon-Kouté. À travers une procession, ils font savoir aux populations avec beaucoup de fierté qu'ils sont matures et capables d'assurer leurs nouvelles fonctions avec honneur et responsabilité. C'est notre tour de conduire le village dans le développement. Nous allons saisir ce que nos aînés ont pu faire pour continuer leurs œuvres. Dans le village, on les connaît comme membres de la génération Tchagba. Ils attendent de prendre le pouvoir des mains des Dougbo en fin de règne
mais dirige encore le village. Nous avons décidé à notre niveau, au niveau de Yopougon-Kouté, que ce soit celle en attente d'accession qui puisse gérer, avoir un pouvoir de contrôle sur ceux aux affaires. Un accord a été passé entre les Dougbo pour que le mandat dure 15 ans. Foyer de Yopougon-Kouté, l'atmosphère est à la fête. Tchagba et Dougbo célèbrent ensemble ce moment d'alternance par des pas de danse guerrières. Le chef de village lui-même, membre de la génération Dougbo, assure ses cadets d'une transition du pouvoir sans heurts et dans le respect de la tradition. L'annonce est solennelle et pleine d'émotion. C'est que Yopougon-Kouté a tiré les leçons des crises que de nombreux villages Akian ont connues, avec pour cause immédiate les questions de foncier et de recouvrement des taxes. Dans ce village, le moyen de prévention trouvé est la gestion collégiale du pouvoir, expérimentée avec les Dougbo. Pour nous, ce n'est pas seulement le pouvoir pour le pouvoir, une paix durable, la cohésion au niveau du village. Et c'est à cela que nous travaillons. La génération Tchagba devra attendre jusqu'en 2021 pour exercer le pouvoir à Yopougon-Kouté. Le temps que celui des Dougbo, commencé en 2007, aille à son terme, alors que dans d'autres villages comme Anono, Akoué Agban et Abiabeti, la génération Tchagba est aux affaires. Cette exception est pour la population de ce village la singularité de Yopougon-Kouté, la traduction d'une volonté de cohésion et de paix. Eux aussi sont engagés pour la paix dans le pays. Environ 2000 pasteurs en congrès. C'est le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui a présidé cette rentrée pastorale. Ces hommes de Dieu ont parlé de la réorganisation de leur union. Ils ont lancé la nouvelle carte professionnelle. Le révérend Camille Makosso, nouveau président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville. Environ 2000 pasteurs réunis dans le cadre du premier congrès des pasteurs de Côte d'Ivoire. La commission d'identification pastorale présente le prototype de la nouvelle carte d'identité des pasteurs. Selon l'orateur principal du jour, cette carte donne droit à des prérogatives au nombre desquelles une reconnaissance de l'État, un compte bancaire et le privilège d'effectuer gratuitement le pèlerinage en Israël. Des avantages bien applaudis. Placé sous le thème de l'unité du corps du Christ, ce congrès a vu l'élection à l'unanimité du révérend Camille Makosso, président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. L'un de nos plus grands rêves, c'est de voir des pasteurs monter en Israël dans le but de prier par rapport aux futures élections présidentielles afin que tout se passe bien. Les pasteurs évangéliques ont décidé de s'organiser autour des valeurs de la République, autour des institutions de la République pour que nous puissions avoir une église qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Il bénéficie du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, parrain de cette rencontre religieuse. Ahmed Bakayoko, représenté par son directeur de cabinet au niveau de la mairie d'Abobo. Pour le ministre d'État, c'est de témoigner toute sa gratitude à tous ces hommes de Dieu, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, qui ne cessent de prier pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison qu'il a souhaité que nous soyons présents. Selon Camille Makosso, 10 300 pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire s'étaient déjà identifiés pour la précédente carte qui expire début 2020. Il attend d'eux la confirmation de leur adhésion à la nouvelle carte d'identité pastorale et à la multiplication des prières pour la paix en Côte d'Ivoire relativement aux prochaines échéances électorales. C'est dimanche aujourd'hui, un autre mot de religion dans ce journal. Je vous emmène en Israël. Les pèlerins ivoiriens sur les traces de Jésus. Ils ont visité les lieux historiques, les montagnes d'Israël, la mer Morte, le Jourdain où Jésus a reçu le baptême. Ils étaient également sur la montagne des Oliviers, lieu de rencontre avec ses disciples, un pèlerinage offert par l'État de Côte d'Ivoire. Allons donc à la découverte de ces sites avec Éric Goré, notre envoyé spécial. Des endroits datant de plusieurs siècles continuent aujourd'hui d'attirer du monde en Israël. Voici la mer Morte, quelque chose d'extraordinaire se produit dans cette eau. Lorsque je me suis couché, j'ai vu que je n'étais pas allé en profondeur, malgré mon poids. J'ai flotté sur l'eau. Le Jourdain, lieu où a été baptisé Jésus-Christ par Jean-Baptiste, est resté intact. Ce lieu a conservé toute sa valeur. Je m'attendais à un grand fleuve, mais
Dieu fait des choses grandes dans les petites. Je suis très heureuse d'être là en Israël parce que ça a fortifié ma foi. Je suis allée dans l'eau. Tous mes habits sont mouillés par le bas. Je ne pouvais pas venir là sans aller où Jésus a été baptisé. Ici, c'est la maison de Zacharie, père de Jean-Baptiste. C'est dans cette maison que Marie a vécu. Aujourd'hui, nous sommes chez Zacharie. Jean-Baptiste, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile, c'est la connaissance de Dieu. C'est encore faire alliance avec Dieu et la Sainte Mère, la Vierge Marie. Parce que nous avons vu la Vierge Marie, son puits qui était à côté. Dans cette maison, il y a une pierre qui a la forme d'une crèche d'ailleurs. C'est la pierre qui a protégé le petit Jean qui avait moins de 2 ans contre le massacre demandé par Hérode. Quand j'ai touché la Vierge Marie et Élisabeth, j'ai senti l'envie de refaire un enfant. Vous avez la foi, vous savez que... J'ai la foi. La montagne des Oliviers est le lieu où le Seigneur Jésus-Christ se retrouvait très souvent avec ses disciples. C'est émouvant parce que d'ici, vous avez une belle vue sur le temple, l'espace du temple qui est devenu... Ils ont construit un joli temple encore, mais qui n'a pas la même beauté que celle que décrit la Bible. En arrivant ici et en voyant de visu ce que le Christ a vécu, j'ai l'impression que je suis dans un rêve. Voici la plante qui a servi à confectionner la couronne d'épines de Jésus-Christ. Cette plante existe encore et fait aujourd'hui l'objet de convoitises. Et dans le reste de l'actualité, ce dimanche, les Bissau-Guinéens étaient aux urnes pour élire le président de la République. Enfin, un point complet dans ce tour du monde de l'information en 7 jours, le 7 sur 7, Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Le général Gaïd Salah a rendu l'âme ce lundi 23 décembre. Il était l'un des gardiens du système algérien et est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés pour ce général, pilier du régime depuis 1962. L'opposition guinéenne qui juge que le processus électoral comporte des irrégularités a annoncé qu'elle boycottera les élections législatives du 16 février et même qu'elle empêchera la tenue du scrutin. Un typhon baptisé Fanfon, c'est-à-dire animal en langue locale, a frappé les Philippines, gâchant la fête de Noël des habitants de cet archipel à très grande majorité catholique. Ces derniers se sont retrouvés bloqués dans des ports ou des centres d'hébergement ou encore coincés dans leurs maisons. Aucune victime n'a été signalée. Après 2 échecs à former un gouvernement, Benjamin Netanyahu a été contraint d'organiser des primaires pour conserver la tête de Likoud. L'élection a lieu ce jeudi 26 décembre. Jusque-là, chef de file incontesté de la droite israélienne, le Premier ministre est désormais face à un challenger, Gédéon Sa'ar. L'après Netanyahou est une perspective désormais envisagée. Plus de 235 000 Syriens déplacés en près de 2 semaines. Ces chiffres concernent surtout la ville de Maared al-Nouman, quasiment vidée de ses habitants, a annoncé l'ONU ce vendredi 27 décembre. Cet exode massif est lié à l'intensification de combats et des bombardements du régime et de son allié russe dans la province d'Idlib, dernier grand bastion hostile à Damas. Une voiture piégée a explosé dans une rue très fréquentée de Mogadiscio, samedi 28 décembre dans la matinée. Au moins 16 de 79 personnes tuées étaient des étudiants de l'université privée Benadir de Mogadiscio. Ils circulaient à bord d'un bus lorsque la voiture piégée a explosé, dans une zone où la circulation est très dense en raison de la présence d'un poste de sécurité et d'un centre des impôts. Ils sont près de 700 000 Bissau-Guinéens qui doivent élire ce dimanche 29 décembre leur nouveau président lors d'un second tour qui s'annonce très serré entre 2 anciens premiers ministres, Domingos Pereira et Umaro Sissoko Embalo. Ce dernier n'a recueilli que 27,7% des voix, mais il a réussi à fédérer autour de lui les soutiens des autres candidats malheureux.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de visiter nos plateformes www.rti.ci et rti.info. Très bonne semaine. Bonsoir.